Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Hippocampe, un podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Chaque mois, retrouvez un épisode consacré à une problématique ou un sujet lié à la santé mentale. Ici, vous ne trouverez pas de solution, mais des pistes de réflexion grâce à des témoignages, mais aussi des interviews de professionnels. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir mieux appréhender ce sujet si complexe qu'est la santé psychique. Dans cet épisode, nous allons parler des troubles de l'humeur, et notamment de la question de la bipolarité et de la cyclothymie. Selon les mots de Lou Luby, qui a réalisé une superbe bande dessinée sur le sujet qui s'appelle Goupil-ou-Face, elle indique « Dans la cyclothymie, les changements d'humeur entre hypomanie et dépression sont plus fréquents et plus nombreux. » On ne parle pas toujours d'ailleurs de phases, car ils peuvent être très courts, de quelques jours à quelques heures. Contrairement aux autres formes de bipolarité, les cyclothymiques ne connaissent pas vraiment de phase stable. Ces quelques mots me permettent de vous donner quelques indications sur le sujet, mais c'est surtout Eva qui a accepté de répondre à mes questions aujourd'hui, qui va nous éclairer davantage en nous partageant son témoignage. Bonjour Eva. Salut Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Eva, nous avons échangé par téléphone, puis par de nombreux messages, avant d'enregistrer aujourd'hui cet épisode, et j'ai bien compris l'importance pour toi de témoigner. Aussi pour que ce podcast puisse être écouté par d'autres personnes qui vivent la cyclothymie. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Ouais, alors du coup, Eva, 29, bientôt 30, mais ça je le dis pas trop. Je suis bretonne et ça fait 5 ans que je suis sur Paris, donc là je suis un peu sortie de Paris. Et je bosse dans une start-up. Je suis en gros lead stratégique de la mise en place d'une nouvelle offre dans la boîte. Ça fait 5 ans, 4-5 ans que je fais ce métier-là. Et sinon, voilà, j'habite avec mon chéri. Ça se passe très bien. Et voilà. Et sinon, ma passion, en tant que bretonne, nager dès que je peux. Donc voilà, je nage beaucoup. Merci Eva pour cette présentation. On va débuter ce podcast en commençant par parler de ton parcours. Voilà, l'idée c'est d'évoquer ensuite ton diagnostic de cyclothymie. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous indiquer comment ont débuté selon toi les premiers symptômes ? En soi, c'est les premiers symptômes. Alors, à l'instant T, je ne savais pas que c'était des symptômes, mais c'est avec le recul que j'ai pu comprendre un peu ce qui se passait. Donc, je dirais que les premiers se sont manifestés déjà pendant l'enfance, où en fait, j'avais vraiment la sensation d'être un caméléon, c'est-à-dire que je m'adaptais non-stop à qui j'avais en face. Donc, il n'y avait pas vraiment de moi à proprement parler. Sinon, autour de 8-10 ans, il y a eu un épisode de scarification. Il y avait tout le temps de la surmentalisation, pas mal de coups de tête aussi. Donc ça, les coups de tête, c'est plus venu quand j'ai commencé à devenir ado, on va dire. Ado, c'était vraiment coup de tête. Je pouvais me barrer du jour au lendemain, voir des amis, ou alors je quittais. Bon, alors des trucs d'ado, hein, c'était coups de tête d'ado, donc je partais d'une soirée ou d'une boum, c'était pas dingue non plus, mais par contre, ça se faisait toujours d'une manière assez violente, en tout cas en moi. Et sinon, j'avais des très très hauts et des très très bas que je comprenais pas. J'ai eu toute une période aussi, je mentais énormément. Je trouvais toujours une raison de ne pas aller à l'école ou de ne pas être avec des gens, et du coup, je faisais semblant d'être tout le temps malade, mais tout le temps. Alors, je pense que ça avait un lien avec ça, parce que je devais en avoir marre en fait c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui, hein. Mais je devais sûrement en fait en avoir ras-le-bol de jouer, même pas de surjouer, mais juste de jouer quelqu'un d'autre que moi pour rentrer dans les cases. Et je me rappelle même qu'il y avait des moments quand j'étais, je crois, en primaire ou au collège, j'essayais d'acheter les mêmes fringues que mes copines en me disant comme ça je vais être acceptée. Donc c'est vraiment, il y avait vraiment un truc hors de la normalité. Oh. Après, qu'est-ce que la normalité ? Mais bon, à l'époque, en tout cas, c'était ça. Voilà, tu nous parles aujourd'hui avec ton regard d'adulte sur ce qui s'était passé quand tu étais enfant et adolescente. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là émotionnellement ? Comme je te disais, du coup, je me sentais tout le temps en décalage, donc je me sentais de facto très seule. Je me sentais beaucoup en instabilité émotionnelle aussi. J'étais beaucoup dans l'attente, ou en tout cas dans
dans l'espérance que tout le monde m'aime, c'est-à-dire que je cherchais à tout prix à ce que tout le monde m'aime, donc c'est-à-dire que j'étais plus dans la soumission qu'autre chose, et du coup dans la suradaptation. Donc ça fait pas un très bon cocktail ça en général. Et sinon, en fait, j'étais extrêmement tributaire de mes émotions, c'est-à-dire que j'en avais énormément, et j'avais l'impression que c'était pas au même niveau que les autres. Et vu que j'étais tout le temps dans la suradaptation et dans la soumission, je les écoutais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais tendance à les étouffer, et j'avais au fait aucune connaissance de moi, justement, de l'écoute de mes émotions, de pas juger mes émotions, etc. Alors que voilà, enfin, j'aurais très bien pu si j'avais eu le cadre pour, quoi. Mais en tout cas, c'était pas le cas. C'était pas le cas. On sent vraiment qu'il y avait une souffrance importante à ce moment-là. Ouais. Mais c'est vraiment avec mon regard d'adulte que j'arrive à dire aujourd'hui la souffrance, en tout cas psychique, que j'avais. Ça, c'est sûr, parce que quand t'as 8 ans, en arriver aux scarifications pour sortir une émotion, c'est assez violent, quoi. C'est assez violent. Et puis j'étais consciente qu'il y avait quelque chose qui était pas comme tout le monde, et j'avais tendance, et je sais pas que j'avais tendance, c'est que j'étais tout le temps avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Tout le temps. Qui avaient au moins 5 ou 7 ans de plus âgées que moi. J'étais tout le temps avec des personnes plus vieilles parce que je me sentais pas à l'aise, en fait, avec les personnes de mon âge. Donc ça, c'était plutôt à l'adolescence que ça se passait comme ça. Et ensuite, donc vers l'âge de 18 ans, tu es partie de chez tes parents. Comment est-ce que ça s'est passé ensuite ? Et bah pour le coup, le fait de tout garder, etc. Enfin, en fait, je suis passée je suis fille unique, donc j'ai été extrêmement couvée, et surtout médicalement, parce que mes 2 parents sont dans le milieu médical, ce qui est très paradoxal vu ce qui se passe. Mais bon, ça me fait rire aujourd'hui, mais bon, à l'époque, je pense que j'aurais pas rigolé. Mais du coup, bref, mes parents étaient extrêmement protecteurs. J'ai eu une super éducation, hein, pour le coup, mais émotionnellement, ça a été une cata. Et en fait, quand je suis partie de chez mes parents, j'ai clairement lâché les chevaux. C'est-à-dire que j'étais dans l'extrême inverse. Il y avait un trop, mais de tout, donc mais complètement assumé. Donc c'était alcool, sexualité, relations amicales. J'étais sociale à outrance. Je sortais tout le temps. En plus, j'étais en médecine, donc autant te dire que médecine ne servait à rien. En plus, je le faisais même pas pour moi. Mais je passais littéralement tout mon temps à sortir et ça m'allait très bien. Et là, pareil, j'avais beaucoup de décisions sur des coups de tête. Et là, pour le coup, j'avais l'argent en tant qu'étudiante grâce à des petits boulots, mais je me barrais à l'autre bout de la France sur un coup de tête en prenant un billet ultra cher, et j'écoutais beaucoup plus, en fait, tous ces épisodes de coups de tête. Mais donc ça, c'était la partie, on va dire, ce qui pourrait sembler normal pour une vie d'étudiante au final, mais le revers de la médaille, c'est là où a commencé la boulimie, qui m'a suivie pendant 10 ans. Donc l'arrêt est très récent aussi, mais voilà, les crises de boulimie ont commencé à ce moment-là. J'ai eu une crise de mythomanie aussi, où je mentais, mais même pour des trucs complètement anodins. Qu'est-ce que t'as regardé comme film hier soir ? Qu'est-ce que t'as mangé ? Je mentais tout le temps. Je sais pas, c'était peut-être une manière de me protéger, j'en sais rien. Et puis au niveau des rencontres, je cherchais encore quand même à me faire aimer de tout le monde. Ça, je sais que ça serait toujours, enfin, c'était à l'époque en tout cas encore présent, et ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, voire plus du tout. Donc voilà. D'accord. Et donc tu nous parles d'un épisode de mythomanie. Est-ce que tu sais si ton entourage, par exemple tes amis là dans ce cadre-là, s'en rendaient compte, comment c'était perçu ? J'avais 2 copines à l'époque, anciennes copines. Ça a été des coups de foudre amicaux. C'était très sympa. Et en fait, on était en médecine du coup toutes les 3. Donc moi, je sortais, hein, voilà. Ça, c'était un secret pour personne pour le coup. Mais elles se doutaient en fait que je mentais, parce que j'étais très fuyante quand ces sujets-là arrivaient. Et en fait, un jour, elles se sont posées et elles m'ont dit, mais en fait, tu nous mens tout le temps. Et j'étais un peu mise au pied du mur à ce moment-là, de moi-même. C'est même pas mise au pied du mur face à elles, mais c'est vraiment mise au pied du mur de bon bah là, en fait, il faut pas que j'assume, mais que je réalise qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là où elles m'ont lâché. J'ai pas envie de dire ça parce que je pense qu'elles ont fait avec ce qu'elles pouvaient aussi. Donc notre amitié s'est arrêtée, on va dire. Et je me suis retrouvée seule avec mon copain de l'époque.
Mais ça a été une période difficile parce que je pense que j'étais tellement dans le côté de c'est elles qui m'ont lâché, c'est leur faute, alors qu'au final, je pense que j'étais pas du tout dans le truc d'introspection ou de me dire bah il y a peut-être un problème quoi. Et est-ce que tu comprenais, toi, à ce moment-là, ce qui se passait? Parce que là, tu m'en parles quand même avec beaucoup de recul, hein. Mais est-ce que au moment où ça arrivait, précisément, tu te rendais compte, voilà, que t'étais, par exemple, dans du mensonge? Est-ce que t'avais conscience de ça? Pas du tout. Je savais que c'était le mensonge, je savais que je mentais, mais je pense que je l'acceptais pas, dans le sens où je savais que je disais pas la vérité. Mais ça m'arrangeait quelque part parce que c'était comme une manière de me protéger bizarrement. C'est comme si en fait ça me permettait de me protéger de peut-être de leur jugement, de leur avis, parce que ça a été tout le temps ça quand j'étais petite. En fait, on me jugeait énormément, donc c'est pour ça que j'étais tout le temps dans la suradaptation. Mais je pense que ça devait être ça. Et puis il y avait aussi un autre trouble dont j'ai pas parlé que j'ai commencé à avoir quand je suis partie de chez mes parents, c'est la dépersonnalisation qui correspondait un peu à cette période justement de mythomanie et qui a même continué après et qui est encore présente parfois aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est pour toi la dépersonnalisation? C'est vraiment je suis là mais je suis pas là. C'est comme si en fait j'appuyais sur pilote automatique et en fait comme s'il y avait un avatar de moi qui était présent dans la société mais que j'observe. C'est hyper bizarre hein, ce que je vais raconter, hein, mais voilà. Pas d'inquiétude, il y a vraiment rien de bizarre. On a tous des réactions qui sont différentes, hein. Comme s'il y avait un avatar de moi qui agissait. Je suis observatrice de tout ce qui te passe. Et c'est-à-dire que je suis pas ancrée dans la réalité. Je suis observatrice de la réalité. Et comme si j'étais pas là en fait dans ma tête. C'est vraiment un pilote automatique et un dédoublement quoi. C'est clairement ça. Comme ça en tout cas que moi je le vis, la dépersonnalisation. Et je sais qu'il y a eu des moments très très violents avec mon premier copain, celui dont je parlais tout à l'heure, où en fait on s'engueulait et je disais des choses d'une violence inouïe, comme s'il n'y avait pas de conséquences, vu que c'était pas réel. Et donc lui, ça le mettait dans des états pas possibles, normal, parce que c'est jamais, parce que n'importe qui aurait réagi comme ça, donc il en arrivait à taper de colère dans les murs parce que je balançais des trucs extrêmement durs. Et en fait, après, un quart d'heure après, quand l'épisode se terminait, ou une demi-heure après, bah, je revenais à la normale. Et c'est pas que c'est limite si je ne comprenais pas pourquoi ça l'énervait autant. C'était aussi violent pour moi que pour lui, pour le coup, surtout que j'en étais pas consciente de tout ça, donc j'étais pas capable de lui formuler ce que c'était, ce qui se passait, etc. Donc, pour le coup, c'était vraiment la période à partir de mes études où je vivais le flow comme ça venait, donc ça a été beaucoup de tensions internes, de la non-compréhension. Et puis voilà, quoi, en gros. Donc face à ces énormes difficultés, comment est-ce que tu as pu réussir à trouver de l'aide? Est-ce que tu es allé voir à ce moment-là peut-être un professionnel de santé? Bah, j'ai fait une première tentative pendant justement la médecine. Je suis allée voir quelqu'un une fois. J'ai pris contact. J'avais gardé une carte dans mon manteau et j'étais rentrée en week-end chez mes parents qui ont trouvé la carte et qui ont commencé à me hurler dessus en me disant que j'étais pas folle et que les psys c'était des charlatans. Et que, alors que mes parents sont dans le milieu médical, donc encore une fois, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Et donc, je leur avais dit à l'époque que c'était pas contre eux que je le faisais, mais c'était pour moi. Mais j'avais quand même arrêté d'aller voir le professionnel. Ensuite, c'était, je crois, 2 ans et demi, 3 ans après, j'y suis allée quand j'avais commencé d'autres études, école de commerce. J'étais allée voir un autre psy, mais alors lui, une catastrophe. Il a commencé à me sortir des trucs lunaires. J'ai dit, non, pas du tout. J'y suis allée une fois, j'y suis plus jamais retournée parce que mais vraiment, enfin, c'était très très cliché. C'était un peu vraiment le psy un peu fou. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Du coup, j'ai encore arrêté pendant un certain nombre d'années. Et quand je suis arrivée à Paris, ça devait être en 2018, je suis allée voir une hypnothérapeute, mais ça me parlait pas plus que ça. Et voilà, en gros, les grandes étapes, en tout cas, jusqu'à ce que je rencontre en 2019, donc fin 2019, avant le confinement, le psy que j'ai toujours aujourd'hui, et ça s'est fait de manière complètement au hasard. En fait, j'ai cherché un psy sur Internet, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'exerçait plus, il m'a donné le contact d'un psychiatre, qui m'a dit qu'au début, je devais aller voir un psy, qui m'a donné le contact de ce psy, donc c'était le téléphone arabe des psys, clairement.
Et je suis tombée sur ce psy-là qui absolument, enfin en tout cas qui moi me correspond et qui est vraiment super. Et il m'accompagne depuis bientôt 5 ans. Je sais que je vais le voir pendant longtemps et ça me va très bien. Je l'ai commencé à le voir fin 2019 et ensuite c'est lui qui a commencé à me rediriger vers un psychiatre qui est son collègue. Ils bossent ensemble depuis une trentaine d'années. Donc c'est à partir de 2019 que j'ai commencé à voir régulièrement un psychologue et un psychiatre en même temps. Et puis on le disait aussi tout à l'heure en off, hein, c'est important d'avoir un professionnel de santé qui te convient, qui peut t'accompagner sur la durée, et avec qui tu te sens aussi à l'aise, quoi. Exactement. C'est vrai parce que le plus dur, je pense, en tout cas avec les amis avec qui j'en ai parlé et qui sont suivis ou qui ont tenté d'être suivis, c'est très décourageant en fait d'essayer 1, puis 2, puis 3 et de se rendre compte que ça correspond pas. Et puis je trouve que c'est très peu démocratisé le type de psychologie ou de psychanalyse ou de psychothérapie. Enfin, c'est très nébuleux. C'est pas vraiment expliqué. Est-ce que tu vas être allongé? Est-ce que ça va être même de l'EMDR, donc avec de l'hypnose, ou est-ce que c'est juste discuter? Est-ce qu'on a un psy qui parle ou qui parle pas? Il y a vraiment un panel et un scope de métiers, en tout cas, qui sont très différents et je trouve très confusant. Donc, mais je sais que, par exemple, le mien, je l'ai recommandé à des amis. Sur, je pense, les 4 ou 5 personnes à qui j'ai recommandé, il y a une personne qui va le voir encore aujourd'hui, parce que les autres, ça leur convenait pas du tout. Donc c'est vraiment, chacun trouve midi à sa porte, quoi. Mais faut pas lâcher. C'est un conseil que je pourrais donner, faut pas lâcher. Il faut pas attendre d'aller mal non plus. Ça aussi, c'est un conseil que je peux donner. Voilà, c'est important ce que tu dis là, hein, à la recherche des soins qui te conviennent à toi. Comment est-ce que la question du diagnostic, elle est arrivée? En fait, comme je te disais, tu sais, c'était en fin 2019 que je suis allée voir la première fois. Donc c'était suite à une rupture. Et en fait, la rupture, au final, ça a fait, je pense, 1 heure de conversation et après, on est parti sur autre chose. En fait, j'étais en crise identitaire. Pendant quelques mois, j'étais avec mon psychologue et au bout d'un moment, il a senti qu'il y avait quelque chose qui était au-delà de son métier. Donc, il m'a envoyée vers le psychiatre, qui est encore mon psychiatre aujourd'hui. En fait, on m'a diagnostiqué un léger trouble de l'humeur. Donc, j'ai eu un premier traitement. Donc, pour le coup, le traitement, j'ai toujours refusé de prendre des antidépresseurs, ou en tout cas des choses fortes, c'était non. Donc j'avais un traitement assez léger qui a duré à peu près pendant 1 an et demi. Donc en tout cas, c'était mon premier diagnostic officiel, c'était le léger trouble de l'humeur. Ensuite, il y a eu diagnostic d'hypersensibilité, donc ce qu'on appelle un hypersensible. Et donc pour le coup, c'est pas du tout ce qu'on entend dans les médias. Voilà, le mot un peu gros mot comme la bienveillance, je suis hypersensible, c'est une souffrance. En tout cas, quand on ne le sait pas, d'être hypersensible parce qu'on se sent complètement déconnecté de la réalité et très seul. Et puis ensuite, le dernier diagnostic, là, date de juin de 2023, donc il y a 2 mois. Donc c'est hyper récent pour le coup. Et là, c'était le diagnostic de la cyclothymie. Et pourquoi autant de temps? C'est mon psychiatre qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, en fait, la cyclothymie, c'est un peu la vache maigre de la bipolarité. Et le truc, c'est que ça prend entre 5 et 10 ans pour faire le diagnostic. Donc c'est le c'est le temps qui fait diagnostic dans le cas de ce trouble-là. Et donc ce diagnostic, est-ce que tu le trouves juste et est-ce qu'il il te correspond ou du moins correspond à ce que tu ressens? Oui, il me correspond déjà parce que j'ai fait beaucoup de lectures et en fait, c'est à le moment où il y a une BD d'ailleurs de Lou Luby qui s'appelle Goupil-ou-Face qui parle de ce trouble-là. Et en fait, quand j'ai lu la BD, j'ai lu en fait tout ce qui se passait dans mon enfance, mon adolescence, etc. En fait, tout ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ça se retrouvait dans cette BD-là. Ça m'a frappée, ça m'a beaucoup déstabilisée, en même temps ça m'a beaucoup soulagée. J'ai lu cette BD, j'ai lu un autre, je suis encore dedans, de toute façon c'est un peu comme un guide, je suis dans un autre bouquin qui s'appelle Vivre avec des hauts et des bas, écrit par des psychiatres pour le coup. Et là c'est vraiment donner des exercices pratiques sur comment trouver un peu son mode d'emploi, quoi. Mais voilà, je sais que c'est la cyclothymie, c'est ça, et d'autant plus parce que le traitement que j'ai fonctionne. Et c'est vraiment très agréable et c'est psychiquement très relaxant d'avoir. Je parle pas relaxant dans le sens où c'est un thymorégulateur, mais relaxant dans le sens où ça fait moins de tension, quoi. Est-ce que tu pourrais dire quelque part qu'il y a moins de hauts et de bas? Il y en a pas. Alors oui, c'est une bonne question ça. Je sais pas s'il y en a moins ou plus, mais je sais que les hauts sont moins hauts et les bas sont moins bas. Ça c'est sûr.
Je pense pas qu'il y en ait moins. Après, c'est juste le temps d'apprendre à se connaître, de trouver un peu les astuces, etc. pour limiter les hauts, donc de facto limiter les bas, parce que plus le haut est haut, plus le bas est bas, en toute logique. Ce qui est plus contraignant en fait dans la cyclothymie versus la bipolarité, c'est qu'il n'y a pas de pause en fait dans la cyclothymie. Il n'y a pas de pause où en fait on a un mental qui est calme, c'est non-stop, c'est tous les jours, non-stop, d'une demi-heure, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. C'est jamais des phases longues, mais c'est toujours ça. Comment est-ce que tu pourrais la définir, toi, la cyclothymie, du coup, en quelques mots? Je dirais que c'est peut-être très bateau ce que je vais dire, mais je pense que je dirais un truc du genre c'est un peu l'intensité, c'est vivre la vie avec intensité, mais parfois trop. Que ce soit dans les hauts ou les bas, en fait. Tu vois, j'essaye de pas faire trop long. Pour moi, c'est ça. Ok. Donc tu nous as expliqué ton parcours, Eva, et on te remercie pour ça. J'aurais une question à te poser maintenant. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, bien. Alors là, aujourd'hui, là, à l'instant T, ça va très bien. Parce que je suis très contente de faire ce podcast avec toi. Sinon, de manière générale, c'est pas facile tous les jours et c'est pas forcément appréhendable, mais de manière générale, ça va mieux quand même parce qu'il y a beaucoup moins de conflits et de tensions et d'irritabilité de mon côté. Donc ça, c'est très chouette. Après, bon voilà, c'est un travail de longue haleine et puis de toute façon, c'est à vie, donc pour le coup, c'est comme ça. Mais après, chaque jour sa bataille. Là, plus récemment, c'était quand? C'était la semaine dernière. Je suis allée voir mon psy. Mon dernier sujet, c'était un peu de me foutre la paix, quoi. C'est-à-dire arrêter tout le temps d'essayer de creuser pour essayer de comprendre et de trouver les trucs, les machins, de surmentaliser. C'était, vous savez faire, foutez-vous la paix, respirez un coup. Et en fait, juste de l'entendre, de le formuler, ça détend, quoi. C'était vraiment ça, en fait, depuis juin, en fait, depuis l'annonce du diagnostic. C'était vraiment lire des bouquins, faire des exercices, écrire des fiches, faire un bullet journal, etc. Enfin, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je suis comme ça, sauf que je sais pas m'arrêter. Donc, ça va mieux. Il y a eu une période un peu normale parce que d'appréhension, pas d'appréhension, mais je veux dire de prise en main, entre guillemets, du diagnostic pour essayer de trouver un peu son mode d'emploi. Donc là, ça va mieux, mais le chemin est encore long, hein, donc voilà. Ça change pas fondamentalement qui je suis, c'est juste en gros avoir mis un mot sur quelque chose que j'étais depuis des années, depuis ma naissance, et avoir enfin les bonnes clés pour pouvoir avancer dans le bon sens. Donc je suis plus soulagée qu'autre chose, honnêtement. Du coup, tu as répondu un petit peu à ma question suivante, hein, mais tu vas pouvoir peut-être encore plus l'approfondir. Qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce qui t'a permis d'aller mieux et d'avancer encore sur ce chemin? Clairement, trouver mon propre mode d'emploi, c'est-à-dire des trucs très factuels de qu'est-ce qui m'aide à aller mieux ou en tout cas de limiter les très hauts et les très bas. Donc moi, ça passe par écrire ou dessiner ou aller nager ou aller marcher. Donc chacun son truc, hein. Ce qui a été hyper important pour moi aussi, c'est mes proches, mon entourage. Et là, je parle de mes amis, mes nièces et mon copain actuel. Ils me soutiennent énormément et en fait, on est un peu tous dans cette dynamique de ne pas nier les émotions de l'autre et de les accueillir sans jugement. Et ça, franchement, ça fait un bien fou. Et du coup, ça correspond aussi à ce qui permet d'aller mieux, c'est-à-dire lâcher les personnes toxiques dans sa vie, amis ou famille, amis et ou famille. Donc ça, c'est, en tout cas pour moi, ça a été clairement primordial et ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, c'est important, hein, tout ça. Est-ce que, pour en revenir un petit peu à ton parcours, est-ce que toi tu as trouvé du sens à ce trouble, à cette maladie? Alors il y en a peut-être pas forcément tout le temps, mais est-ce que selon toi il y a eu des déclencheurs potentiels qui ont pu y participer? Ouais, clairement. On a tous un tempérament qui est différent et la cyclothymie est un tempérament. En tout cas, fait partie des grands types de tempéraments. Et en fait, on est cyclotimique. Mais je pense qu'en tout cas, pour moi, ce qui a joué, c'est mon éducation. Enfin, la non-éducation plutôt émotionnelle. C'est-à-dire une absence totale pour m'apprendre à communiquer mes émotions, à écouter mes émotions, à les même pas à les assumer, juste à les accepter,
à les communiquer, etc. Donc ça, vraiment zéro, rien, que dalle. Donc ça, j'ai appris entre guillemets toute seule et surtout avec, comme je disais, mon entourage. Donc, entourage à chaque période de ma vie, mais en tout cas, chaque personne à son niveau a pu m'aider. Il y a eu aussi pour moi, dans mon cas, des traumas, surtout quand j'avais 8 ans, où en gros j'ai été victime d'abus de la part d'un ami de la famille. Ça en ont découlé les scarifications. Donc, ce qui s'explique en fait quand tu as 8 ans, du coup, parce que je pense que vu qu'on m'avait pas appris depuis toute petite à parler de mes émotions, ça se passait par ça. Et ensuite, c'est passé par la boulimie quand j'avais 18 ans jusqu'à mes 28 ans, quoi. Donc, c'était toujours trouver des moyens autres pour un peu canaliser et sortir tout ça. Donc, il y a eu les scarifications, il y a eu la boulimie, il y a eu l'abus de drogue aussi, et il y a eu l'abus d'alcool. Donc, c'était toujours les addictions qui étaient un peu la facilité. Et puis, ouais, en fait, c'est ça. En fait, du coup, ça correspond un peu à l'entourage. En tout cas, là, les entourages, pour le coup, toxiques que j'ai pu avoir, qui ont été déterminants dans le développement plus ou moins intense, mais dans ce cas-là, plus intense de mon trouble, entre guillemets. Donc, chaque trouble est différent. En tout cas, chaque trouble cyclotimique est différent. Mais moi, je pense que c'est vraiment les 3 grandes transverses qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Et puis, au final, comme dirait mon psychiatre, je m'en sors pas si mal. Donc, c'est cool. C'est clair, complètement. Bravo à toi pour ce parcours et puis pour arriver aujourd'hui aussi à nous le partager ici sur ce podcast. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire ? Comment est-ce que tu aimerais, toi, conclure cet épisode ? Je pense que la meilleure manière dont j'aurais envie de conclure, c'est de dire que déjà, si vous l'êtes ou si vous avez des proches qui le sont, si vous l'êtes cyclotimique, ou si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider, vous écouter, soit dans vos entourages, que ce soit des amis, des amoureux ou des amoureuses, ou de la famille, ou des professionnels de santé. Mais en tout cas, faut pas refuser une main tendue, ou en tout cas, faut pas se refuser sa propre main tendue. Et surtout, ne pas attendre d'être au plus bas pour aller chercher de l'aide. Il n'y a rien de mal, rien de honteux à avoir besoin d'aide. Au contraire, je trouve que les personnes les plus saines et les plus courageuses sont celles qui vont demander de l'aide, parce que ça veut dire que on se suffit pas à nous-mêmes. Donc voilà. En fait, c'est vraiment un message un peu combatif, plein d'espoir, en mode on peut y arriver en fait. Donc voilà, rien n'est irrémédiable. Et puis la vie est longue, donc autant s'entourer des bonnes personnes. Merci Eva pour ces messages que tu transmets ici aujourd'hui à nos auditeurs et nos auditrices, c'est vraiment important. Je te remercie encore une fois pour ta participation et je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Salut Marie. Pour la deuxième partie de ce podcast, j'accueille Gwenaëlle. Gwenaëlle est psychologue, psychothérapeute, mais également formatrice. Elle a aussi co-créé son organisme Oya Formation. Elle forme des psychologues, des professionnels de santé ou de la relation d'aide, à la théorie de l'attachement, aux techniques d'EFT, mais a également développé un module sur la psychopathologie. Cette dernière formation fait notamment lien avec des années de pratique au CHU de Saint-Étienne, où elle a été psychologue auprès de personnes très fragilisées par la vie. Gwenaëlle a publié 3 livres, 2 sur l'attachement et un dernier, Traverser la perte de sens, que je vous invite vivement à lire. Je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui pour parler ensemble, suite au témoignage d'Eva des troubles de l'humeur. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Marie, merci de m'avoir invitée. Merci à toi, puisque c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici. J'ai parlé en introduction des formations que tu animes sur la psychopathologie. Est-ce que tu pourrais définir ce dernier terme ? Oui, donc la psychopathologie, c'est l'étude en fait de la maladie mentale. Ça fait partie de la psychologie, mais la psychologie c'est beaucoup plus vaste. Dans la psychologie, on s'intéresse aussi à ce qui va bien ou à l'évolution de l'être humain, tu vois. En psychopathologie, on va s'intéresser à la souffrance morale des personnes, en lien donc avec des déclencheurs qui peuvent être très diverses et qui vont aussi toucher le corps. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup là, c'est l'impact moral.
Donc, par exemple, des affects dépressifs, de l'anxiété, des comportements problématiques pour soi ou pour les autres. Et la psychopathologie aujourd'hui, c'est aussi pour moi un champ qui rejoint des champs plus profonds de réflexion comme la philosophie en fait, ou la métaphysique, parce que tout de suite ça pose la question du normal et du non normal. Où est la frontière? Donc ça c'est un débat de fond qui est très important puisque évidemment c'est très dépendant de la culture tout ça. Il y a eu des époques où le fou du village, il était considéré comme un citoyen à part entière et il apportait même peut-être, tu vois, quelque chose à sa société, à sa communauté. Aujourd'hui, on va plutôt stigmatiser des comportements qui avant, par exemple, pouvaient être plus normaux, entre guillemets, ou inversement. Donc, ça évolue selon le temps, c'est très dépendant aussi de où tu te places dans le monde. Même si on sait qu'il y a des maladies qui sont universelles, comme la schizophrénie par exemple. Les anthropologues ont observé dans tous les coins du monde des comportements qu'on pourrait qualifier de schizophréniques. Donc il y a quand même quelque chose aussi dans la psychopathologie qui est, on pourrait dire, organique ou génétique. Mais c'est aussi très culturellement dépendant. Donc ça, j'aime bien le dire parce que on est parfois dans une société qui enferme les gens dans des étiquettes et des cases. Sauf que si on prend un peu de recul, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la philosophie aussi en tant que psychologue, on voit que c'est beaucoup une histoire de subjectivité et d'appréciation. Même s'il y a des souffrances tout à fait réelles, universelles, dont il faut prendre compte. Enfin, moi j'en ai fait mon métier, j'ai travaillé effectivement 10 ans en psychiatrie. Et il y a beaucoup à faire pour soulager beaucoup de gens. Merci pour ces éléments qui nous donnent un petit peu de contexte. Eva nous a parlé de son parcours de soins et des étapes de diagnostic. Elle a tout d'abord parlé des troubles de l'humeur. Déjà, est-ce que tu pourrais définir qu'est-ce qu'un trouble de l'humeur et aussi, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle un trouble de l'humeur et un trouble bipolaire? Oui, donc les troubles de l'humeur, ça fait partie des grands troubles psychiques ou de psychopathologie, comme tu as les troubles anxieux, les troubles de la personnalité, les troubles psychotiques. Et donc, tu as une grande famille de troubles qui s'appellent les troubles de l'humeur. On dit aussi troubles thymiques. La thymie, c'est l'humeur, c'est la même chose. Et à l'intérieur de cette catégorie, tu as plusieurs syndromes ou troubles spécifiques. Le plus courant, c'est la dépression, un épisode dépressif aigu, comme ça qu'on dit, et ça va toucher énormément de monde. On est plutôt sur à peu près un Français sur 5 qui va faire une dépression dans sa vie, donc c'est assez énorme. Donc si on n'est pas touché soi-même, on est forcément touché par quelqu'un qui vit une dépression. Ça, c'est le trouble de l'humeur le plus courant. Et ensuite, tu as le trouble bipolaire, qui fait donc partie des troubles de l'humeur. Donc je vais y revenir après pour expliquer mieux ce que c'est. Mais dire aussi qu'après, tu as d'autres troubles comme la dysthymie, qui est une dépression légère, on va dire, mais plus chronique. C'est des gens, en gros, qui sont pas franchement déprimés dans le sens où ils n'auront pas forcément besoin d'un traitement ou d'une hospitalisation, mais ils vont quand même pas très bien de manière longue. Ça s'appelle donc la dysthymie. Et puis, il y a la cyclothymie, qui est l'un dont on va parler, qui est quand même sujet à pas mal de questionnements, voire de polémiques un peu dans le milieu de la psychopathologie. Certains considèrent que c'est pas un trouble de l'humeur, mais que c'est un trouble de la personnalité. Voilà, donc l'épisode dépressif, la dysthymie, la cyclothymie et le trouble bipolaire. Donc tout ça, c'est les troubles de l'humeur. Le trouble bipolaire, donc c'est à peu près de mémoire 2% de la population en général. Et c'est un trouble assez grave, en fait, c'est le plus problématique de tous les troubles de l'humeur. Et puis dans les troubles psychiques en général, c'est quand même un trouble très préoccupant, qui consiste à une alternance entre des moments où la personne est dépressive. En général, c'est quelques semaines, autour de 3-4 semaines minimum, jusqu'à plusieurs mois. Et des périodes où la personne est dite maniaque ou hypomaniaque. J'y reviendrai, ça. C'est une petite manie. Et là, ça se caractérise par une période qui est beaucoup plus courte. En général, c'est autour de 1 semaine à 10 jours, où la personne est très exaltée, très excitée au niveau psychomoteur.
Donc, elle peut avoir des idées de grandeur et des comportements qui vont avec, comme des achats compulsifs, une hyperactivité. Souvent, le sommeil est très, très réduit. La personne a l'impression qu'elle n'a pas besoin de dormir. L'impression d'être très créative. Et effectivement, il peut y avoir des créations assez fortes, assez intenses pendant ces périodes-là. Et puis, la sensation d'être surpuissant, ce qu'on appelle le soi grandiose. Avec du coup aussi des problèmes relationnels, parce que ça fait de l'extérieur, en fait, ça fait vraiment l'impression que la personne elle est plus elle-même dans quelque chose de complètement exalté, excité, qui est complètement l'opposé de ce qu'on voit en dépression. Donc c'est un peu comme deux personnes différentes en fait dans ces épisodes-là. Et puis ce qui est caractéristique du trouble bipolaire, c'est que entre ces périodes-là, tu as ce qu'on appelle des périodes d'euthymie. Donc euthymie, ça veut dire l'humeur est stable en fait. Et là, tu ne soupçonnes même pas que la personne souffre d'un trouble psychique. Elle fonctionne tout à fait normalement. Et ces périodes d'euthymie, elles peuvent durer des mois, voire même des années, c'est quand même rare, mais ça peut durer en tout cas très longtemps. Où la personne, on dit qu'elle est stable, qu'elle est bien. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit le trouble bipolaire. Il arrivera à un moment ou un autre, avec toujours un déclencheur, à un moment où la personne va soit basculer dans la dépression, soit basculer dans la manie, ou l'épisode maniaque. Et c'est cette alternance qu'on appelle le trouble bipolaire, qui est considéré aujourd'hui comme une maladie à vie. Mais là aussi, il y a beaucoup de débats. De manière générale, en psychopathologie, ce qui domine en psychiatrie, c'est que il y a des troubles qu'on peut guérir, comme les troubles anxieux, la dépression, certains troubles de personnalité, et d'autres qu'on peut pas guérir. Ça, c'est la vision occidentale psychiatrique, quoi. Notamment la schizophrénie et le trouble bipolaire. C'est les deux grands troubles où, si tu peux en parler à un psychiatre, il te dira non, mais c'est à vie, monsieur, madame, vous prendrez des médocs à vie. Bon, moi, je suis psychologue, je suis pas psychiatre, donc j'ai un point de vue quand même un peu différent. C'est-à-dire que moi, je me base beaucoup plus sur l'histoire de la personne, ses capacités relationnelles, comportementales, d'introspection et tout. Donc, je pense que ça me donne un autre point de vue. Et puis, moi, j'ai surtout une vision résolument optimiste de l'humain. Et je pense que vraiment qu'on se trompe. Je pense pas que ça soit des troubles à vie. D'ailleurs, il y a des témoignages assez nombreux, quoi, en tout cas significatifs, d'un point de vue statistique, de psychotiques qui sont guéris, c'est-à-dire qui ont une vie stable, qui n'ont plus de symptômes handicapants. Et la même chose sur les troubles bipolaires, quoi. Voilà, donc c'est formidable parce que ça évolue en fait. Ce que tu dis me fait penser au livre Demain j'étais folle, qui est un très beau témoignage justement d'une guérison pour une maladie qui à la base ne serait pas du tout dans la catégorie, j'ai envie de dire, des maladies guérissables. Oui, parce que là, c'est une dame schizophrène, et authentiquement, enfin, je veux dire, elle fait vraiment des épisodes gravement schizophréniques, hospitalisation et tout ça, et traitement lourd. Et en fait, on voit bien l'histoire, elle résilie complètement, elle devient même psychologue, pour la petite anecdote. Quand je questionne Eva sur son trouble, elle évoque un certain nombre d'éléments déclencheurs, notamment dans son enfance, qui donnent potentiellement du sens aux troubles et aux difficultés qu'elle traverse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire quant à l'origine des troubles de l'humeur ? De manière plus vaste, après je parlerai plus spécifiquement des troubles de l'humeur, mais les troubles psychiques aujourd'hui, ils sont toujours d'origine diverse. Parce que l'humain est complexe et on peut pas juste dire, par exemple, tu vois, il y a un cerveau qui dysfonctionne, donc la personne, elle fait telle maladie. C'est faux. C'est même faux au niveau, tu vois, de la maladie physique. On sait bien que, par exemple, si tu as des maux de dos tout le temps, c'est qu'il y a peut-être un peu de psychique là-dedans. Enfin, on a quand même vachement avancé là-dessus. Bon. Et donc, en psychopathologie, on parle d'un modèle biopsychosocial pour expliquer l'origine des troubles. C'est-à-dire que dans un trouble psychique, quel qu'il soit, que ça soit une crise d'angoisse ou une schizophrénie, donc là je prends quand même les deux grands extrêmes de la psychopathologie, tu as toujours une part qui vient de la biologie. Effectivement, si tu mets le cerveau de quelqu'un qui a des troubles psy graves, que ce soit trouble de l'humeur ou schizophrénie, il y a des particularités au niveau de son cerveau. Tu le verras en fait en imagerie. Et puis il y a des particularités, par exemple, au niveau des neurotransmetteurs, etc. Il peut y avoir des déficits de sérotonine, par exemple, dans la dépression. Donc tout ça, c'est le côté très biologique. Et c'est ce sur quoi, d'ailleurs, agissent les médicaments, qui sont utiles. On en reparlera.
Ensuite, tu as les origines psychologiques. Donc, on voit bien dans l'histoire de Eva. Évidemment, quand elle nous raconte sa vie, on comprend mieux, vu ce qu'elle a vécu, qu'à un moment, il y a quelque chose qui a disjoncté dans son cerveau. La non-éducation émotionnelle, les traumas, notamment de mémoire des abus sexuels. Évidemment, ça crée un impact. On le sait depuis quand même un bout de temps en psychologie. Donc ça, c'est le deuxième aspect psychologique. Et puis tu as aussi l'aspect que j'ai déjà un petit peu mentionné, social. C'est-à-dire qu'on a les maladies qu'on mérite. Par exemple, au début du siècle dernier, il y avait beaucoup de femmes qu'on considérait comme hystériques. Bon, en fait, c'était surtout que c'était une société tellement patriarcale, tellement écrasante de la femme, avec une répression notamment des pulsions sexuelles, qu'il y avait une conversion de la souffrance sous symptômes hystériques. Bon, ça c'était il y a un peu plus d'un siècle. Aujourd'hui, on a une épidémie de borderline, de narcissique, parce qu'on est dans une société pathologique à ce niveau-là, moi je trouve. Donc, on dit toujours que un trouble psychique est pluridimensionnel et qui vient de plusieurs aspects, psychologique, biologique et social. Et c'est ça qui permet en fait d'être fin et d'être aussi pertinent dans les prises en charge. Que je sois psychiatre, psychologue, thérapeute ou assistant social, tu vois, ou même un proche, quoi. Il faut voir la personne toujours dans sa complexité. Parce que si on réduit quelqu'un dans une case, c'est terrible pour l'estime de soi, c'est terrible parce que c'est déterministe. Et donc, dans le trouble de l'humeur, pour en venir à ta question plus précise par rapport à Eva, eh ben c'est pareil. Et alors, pour le coup, c'est le trouble psychique qui est le plus documenté en termes d'études sur l'origine de ce trouble. C'est un des troubles qu'on comprend le mieux quand même, et même qu'on traite le mieux aujourd'hui. Et on sait très bien qu'il y a d'abord une vulnérabilité génétique. Donc ça, c'est organique. On trouve souvent, et moi effectivement je l'ai constaté souvent, dans l'arbre généalogique des patients bipolaires, des parents ou des grands-parents, ou tu vois, dans l'ascendance, déjà des troubles psychiques et souvent des troubles bipolaires aussi. Donc il y a une vulnérabilité génétique. Vulnérabilité ne veut pas dire causalité. C'est pas parce que ma mère était bipolaire qu'évidemment je le serais. Mais c'est un terrain, on va dire. Comme plein d'autres maladies. Ensuite, dans la bipolarité, tu as les événements de vie. Donc l'histoire d'Eva est très parlante. Pour moi, je parlerai de trauma d'attachement pour elle, et puis en plus de trauma sexuel. Donc ça, évidemment, ça crée beaucoup de choses. Et on sait enfin que la troisième grande origine pour les troubles bipolaires, c'est les déclencheurs. Il se passe quelque chose dans la vie de la personne qui fait qu'à un moment, elle va faire son premier épisode dépressif ou son premier épisode maniaque. Toujours. Parfois, on le trouve pas tout de suite parce que ça peut être des choses plus subtiles, tu vois, comme une extrême fatigue ou des désordres hormonaux ou un contexte qui est pas franchement traumatisant, mais en fait, quand tu creuses, en fait, si. Et donc, le déclencheur, c'est important. Et d'ailleurs, dans la prise en charge des bipolaires, on fera très attention à ce qu'ils prennent soin d'eux au quotidien pour que justement, il n'y ait pas des nouveaux déclencheurs qui déclencheraient des nouvelles crises. Tu vois ? Donc, comme tous les autres troubles psychiques, c'est pluriel, tout ça. Et du coup, est-ce qu'on sait à quel âge ou à quelle période de la vie ces troubles peuvent se déclencher peut-être d'une manière un petit peu générale en moyenne ? En général, c'est entre... alors, il faut faire la distinction entre les premiers épisodes et le diagnostic. Les premiers épisodes, donc dépressifs ou maniaques, ça peut démarrer à partir, on va dire, de jeunes adultes. Parfois un peu plus tôt à l'adolescence, mais c'est plutôt rare. En général, c'est autour de, je dirais, 18-20 ans. Ça peut être les premiers épisodes qui démarrent, mais ça peut aller jusqu'à 30-35 ans même. Mais pour parler d'un trouble bipolaire, donc de poser un diagnostic, il faudra qu'il y ait eu au moins un épisode maniaque. Tant que tu n'as pas d'épisode maniaque, ou hypomaniaque, et hypomaniaque, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est une petite manie, donc ça veut dire que c'est l'exaltation psychomotrice, mais moins forte. On appelle ça hypomanie. Donc, pour parler de troubles bipolaires, de type 1 ou de type 2, de type 1, c'est celui qu'on connaît classiquement, type 2, c'est moins fort, avec de l'hypomanie, il faut qu'il y ait eu un épisode maniaque ou hypomaniaque. Et ça, parfois, c'est très long à venir, et en moyenne, on met 10 ans, aujourd'hui en psychiatrie en France, pour diagnostiquer un trouble bipolaire, ce qui est quand même long. Et c'est problématique parce que c'est des longues périodes où la personne, elle peut trinquer, tu vois, et ça pose notamment un vrai défi sur le traitement parce que
Quelqu'un qui est bipolaire, c'est pas bon de lui donner des antidépresseurs. On va lui donner plutôt des régulateurs d'humeur. Sauf que tant que tu sais pas qu'elle est bipolaire, elle a pris beaucoup d'antidép, et ce sera plutôt négatif. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui à mieux identifier cette maladie. Et en même temps, moi, en tant que psychologue, je trouve ça aussi quelque part prudent qu'on mette des années avant de poser un diagnostic. Parce qu'un diagnostic, c'est très stigmatisant. La bipolarité, ça fait peur à plein de gens, alors que il y a beaucoup de personnes autour de nous qui sont bipolaires, on ne le sait pas. Bon, ça, c'est le grand enjeu de la stigmatisation des troubles psychiques. Mais donc, quelque part, qu'on mette du temps, c'est problématique, c'est vrai. Et en même temps, moi, je trouve ça aussi positif dans le sens que c'est aussi du temps pour vraiment évaluer ce qui se passe pour la personne, où elle en est, et la respecter, en fait. C'est tellement important, en effet. Et du coup, ça nous amène tout droit à une autre partie de cet épisode. On va aborder plutôt la question des soins et de l'accompagnement qui peut être proposé à une personne qui souffre de troubles de l'humeur. Quels sont les types de soins qui peuvent être proposés pour favoriser et permettre un rétablissement ? Alors, Eva le dit bien d'ailleurs, le plus important, c'est se connaître soi-même. Et à nouveau, c'est vrai pour tous les troubles psychiques. Mais dans la bipolarité, encore plus. Et la cyclothymie aussi. Donc la cyclothymie, moi, j'ai un peu du mal à le voir vraiment comme un trouble de l'humeur. Moi, je le vois plutôt comme un trouble de la personnalité. C'est-à-dire, c'est une manière de fonctionner, en fait. Mais bon, qu'importe. On n'est pas là pour faire des catégories précises. On est surtout là pour accompagner les gens. Et donc, ce qui est le plus important quand on souffre d'un trouble bipolaire ou de cyclothymie, c'est de savoir comment on fonctionne, parce qu'on est sujet à des crises. C'est la définition quand même de ces troubles-là. Et il va falloir les éviter quand même au maximum, que ce soit la dépression ou la manie ou l'hypomanie, ou les hauts et les bas, on va dire, pour de manière plus classique. Il faut mieux se connaître, parce que quand tu commences à sentir ton propre corps, par exemple, qui change. Par exemple, tu as moins besoin de dormir, ou tu commences à avoir le cerveau qui va plus vite que d'habitude. Ça, par exemple, ça peut être des signes d'un épisode hypomaniaque ou maniaque à venir. Et c'est très important de l'identifier le plus vite possible pour enrayer l'émergence de la crise. Parce qu'une fois que la manie est là, il n'y a pas d'autre chose pour qu'elle descende que d'attendre ou de mettre des médocs qui peuvent être quand même très nocifs pour le cerveau, quoi. C'est ce qui se passe quand quelqu'un est en grosse crise maniaque. Moi, j'en ai vu à l'hôpital, évidemment. Les personnes sont vraiment en danger psychique, parce que on sait que la crise maniaque, ça crée comme un feu d'artifice dans le cerveau, et c'est pas bon du tout pour les neurones, en fait. C'est pas la fête, quoi. Je dis feu d'artifice, c'est peut-être pas la meilleure expression, on va dire plutôt une explosion. Et les neurones douillent, en fait. Donc, on veut éviter que la crise maniaque dure trop longtemps. C'est ce qu'on fait, du coup, dans le service de psychiatrie, quand on va mettre des médicaments qui baissent le plus vite possible, en fait, cette agitation. Et puis, on va isoler les personnes aussi. Tu vois, on va les mettre, alors ça peut être difficile à voir de l'extérieur, mais on va les mettre dans des chambres seuls, sans télé, sans téléphone, sans rien, ce qui peut paraître vraiment dur de l'extérieur, mais c'est juste pour que le cerveau se calme. Parce que la priorité, c'est que le cerveau se calme quand il y a une crise maniaque, pour pas que ça ait de conséquences. Donc, on veut éviter les crises au maximum, qu'elles soient maniaques ou dépressives. Dépressive, c'est assez évident. On n'a pas envie que la dépression s'installe, parce que c'est la dépression, pour ceux qui ont déjà vécu des dépressions, et ils vont tout de suite comprendre ce que je veux dire. Tu peux aller jusqu'aux idées noires, aux idées suicidaires, donc déjà il y a un risque vital. Et puis tu peux avoir du mal à t'occuper vraiment de ton quotidien, tes enfants, ton boulot, etc. Donc on veut pas non plus que ça se déclenche en crise dépressive. Donc quand tu souffres d'un trouble de l'humeur, au fil des années, et ça prend des années, tu t'auto-éduques, en fait, pour voir tes premiers signes, ce qu'on appelle un prodrome. Le prodrome, c'est les premiers signes, et pour faire quelque chose. Et tu apprends à faire quelque chose. Donc, par exemple, tu vas te forcer à dormir un minimum, tu vas en parler à tes proches, éventuellement tu prendras un traitement. Tu fais ce qu'il faut, et chacun est différent. Donc, chacun va faire un peu sa boîte à outils, tu vois, pour réguler
le moment de la crise, ou quand elle commence à arriver. Et puis si la crise est là, eh bien, chacun a trouvé, selon sa personnalité, ce qui va l'aider. Certains auront besoin d'être hospitalisés, par exemple. Ce sera la meilleure solution. Et c'est tout à fait OK, surtout s'ils sont suivis dans un endroit où ils connaissent bien les soignants, etc. Tu vois, c'est une bonne manière de redescendre. D'autres préférant aller dans leur maison de campagne et aller faire du vélo tous les jours, tu vois, ou autre chose. Et ça, c'est très important. Donc, dans le traitement, le plus important pour moi, c'est ça, se connaître et faire en fonction. Ensuite, bien sûr, tu as la question des médicaments. Donc, les médicaments qui sont utilisés dans les troubles bipolaires et cyclotimiques parfois, c'est effectivement les régulateurs d'humeur, qui ont quand même beaucoup progressé. Au début, on utilisait le lithium, mais on l'utilise encore d'ailleurs, mais moins, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires au lithium. Donc, on a d'autres médicaments aujourd'hui plus efficaces, enfin moins nocifs surtout. Et aujourd'hui, on considère que ça sera pris à vie. Mais à nouveau, c'est une question. Qui sommes-nous pour dire ça? Pas grand-chose, je crois. Et puis, dans le volet aussi de la prise en charge, la psychothérapie est très importante. Parce que moi, tous les bipolaires que j'ai rencontrés, que ce soit en psychiatrie, mais aussi en libéral, ils ont tous des histoires de vie avec des traumas. Et des traumas graves, quoi, comme l'histoire d'Eva. Ça, c'est l'aspect psychologique. Donc ça, il faut, pour moi, une psychothérapie individuelle pour aller voir les traumas d'attachement, les traumas de manière générale, apaiser tout ça, aussi trouver du soutien dans un cadre thérapeutique, notamment quand la crise est là. Donc ça, c'est un volet très important pour moi. Et ça peut durer très longtemps. Et c'est, pour le coup, je pense, très positif. Et puis enfin, il faut pas oublier aussi le soutien aux familles. Parce que la bipolarité, c'est beaucoup moins vrai pour la cyclothymie, mais la bipolarité, ça impacte tout le monde. Moi, j'ai eu beaucoup de patients en libéral qui avaient eu un parent bipolaire. Bon, ça, c'est des sacrés traumatismes, parce que quand tu vis avec quelqu'un qui peut être en crise souvent, tu te construis quand même de manière plutôt insécure, avec beaucoup de peur, mais aussi de la colère, beaucoup de choses. Donc, c'est important de soutenir les familles, que ce soit les enfants, les parents, les frères et sœurs, évidemment conjointes. Et ça, dans les cliniques et les hôpitaux qui ont un peu les moyens, parce qu'évidemment on en manque, il y a des programmes formidables qui existent de soutien comme Pro-Famille, par exemple, ou d'autres, qui aident et qui soutiennent. Et sur Internet, on trouve plein de choses aussi. Tout à l'heure, tu parlais de la question d'apprendre à mieux se connaître dans son parcours de soins pour aller mieux. J'imagine que du coup, tu penses qu'une thérapie peut être bénéfique pour une personne qui souffre de troubles de l'humeur, pour lui permettre déjà en effet d'aller mieux et puis d'améliorer aussi son quotidien. Ah oui, complètement en fait. Surtout que tu sais, c'est des troubles qui sont tellement impressionnants quand il y a les crises que tu te sens vraiment anormal, fou. Parfois, il y a des personnes qui se disent qu'elles n'ont rien à faire sur cette planète tellement elles sont, tu vois, décalées. Donc, il y a un grand soutien à donner. Et ça, c'est beaucoup de demander ça aux proches. Donc, il faut quelqu'un d'extérieur. Et les psychologues ou les thérapeutes en général vont être là pour, tu vois, pour soutenir, pour aussi mettre de la compréhension que si il y a ces crises fortes, ça vient pas de rien, ça vient d'une histoire, ça vient peut-être effectivement d'un cerveau un peu plus sensible, mais moi je dirais pas d'un cerveau anormal, c'est surtout un cerveau sensible, parce que moi j'ai beaucoup observé que c'est des gens qui sont très sensibles, voire hypersensibles, et forcément quand ils vivent des choses graves comme ce qu'a vécu Eva, eh bien ça crée un terrain pour des moments très douloureux après. Donc c'est majeur, c'est absolument majeur. Du coup, on est plus sur de la psychoéducation et de la thérapie par la parole. Est-ce qu'il peut y avoir également d'autres méthodes qui permettent d'accompagner ? Donc, psychoéducation, ça c'est sûr. Il faut connaître cette maladie, connaître les déclencheurs, la vulnérabilité, etc. Donc, il y a beaucoup de psychoéducation, c'est sûr. Il y a une thérapie verbale aussi, dans le sens que il y a à soutenir, à parler, tu vois, à être ensemble. Et puis, il y a beaucoup aussi, selon moi, à faire au niveau du corps, avec des thérapies plutôt psychocorporelles. Comme moi, j'aime bien le EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique un peu moins connue que le MDR, mais
qui se rapprochent en termes d'indications et de bénéfices, qui permettent de travailler ces deux techniques, EMDR et EFT, sont des techniques qui permettent d'aller travailler les traumas, mais pas dans la tête, parce qu'on descend dans le corps. En EFT, on fait des tapotements sur des points d'acupuncture. En EMDR, on fait des stimulations bilatérales alternées. Dans les deux cas, tu descends le mental, en termes d'intensité, comme si tu baissais le curseur d'un poste de radio pour moins entendre le blabla, et tu vas dans le corps où se logent les traumas. Les traumas sont toujours dans nos cellules, dans notre chair, en fait. Donc, d'utiliser ces techniques-là, ça va beaucoup aider à soulager, les parts blessées, les parts traumatisées, pour qu'elles soient moins activatrices et sources de crise. Et puis aussi, les thérapies psychocorporelles permettent d'apprendre à mieux gérer les moments d'anxiété. Que ce soit de l'auto-EFT ou de l'auto-MDR, tu apprends à te calmer, par exemple, quand tu sens que tu pars dans quelque chose qui est une sorte d'anxiété ou d'hyperactivation, de colère, etc., pour redescendre. Ça, c'est très utile, évidemment, pour les personnes qui ont des troubles de l'humeur. Et ça va permettre, par exemple, d'utiliser moins de médicaments, moins d'anxiolytiques, notamment. Souvent, en plus des régulateurs d'humeur, tu as des anxiolytiques quand l'angoisse est trop forte. Sauf que c'est pas terrible, les anxiolytiques à haute dose. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau pendant une séance d'EFT ? Alors, dans le cerveau, non. Mais ce qu'on sait, parce qu'il y a eu des analyses hyper intéressantes de personnes à qui on donnait des soins d'acupuncture et d'EFT. En fait, l'EFT vient de l'acupuncture. Et qu'ensuite, on mettait dans comment ça s'appelle, des IRM, donc on voyait l'activité générale, en fait, pas que du cerveau mais du corps, et on voyait de manière générale un corps qui se calme, en fait, et un cerveau aussi qui est globalement moins agité. Après, je pourrais pas donner plus de détails sur il y a des zones qui s'activent moins, mais je saurais pas les citer, je risquerais de dire des bêtises. Mais globalement, on sait que ces techniques-là psychocorporelles, en fait, apaisent le corps, calment le corps. Et si tu calmes le corps, la psyché, en fait, est plus tranquille. Quand je dis la psyché, c'est vraiment notre mental, tout ce qui s'agite à l'intérieur de notre caboche, là. Et du coup, on va mieux réguler quoi qu'il se passe. Merci pour ces éléments qui nous permettent d'avoir un panorama un petit peu plus global des possibilités de soins et d'accompagnement. Pour en revenir à notre échange de tout à l'heure et à la question de la guérison et du rétablissement. Donc j'entends bien dans ce que tu dis que rien n'est impossible. Et du coup aussi, j'imagine avec ce que tu viens de citer que c'est tous ces éléments-là qui vont être importants pour permettre à la personne de se rétablir au mieux. Et puis à la question aussi du diagnostic. Le diagnostic, c'est quand même très important, parce que le diagnostic en psychopathologie, c'est une grande question, parce que d'un côté, si tu fais du surdiagnostic, tu peux stigmatiser les gens, les mettre dans des cases, ça peut être très mauvais. Et en même temps, quand c'est des maladies aussi complexes quand même que le trouble bipolaire, il faut à un moment qu'il y ait un mot qui soit mis dessus, parce que c'est des spécificités de traitement. J'ai notamment parlé des médicaments, tu ne donnes pas la même chose, quoi. Et puis aussi parce que ça ouvre en fait quelque part la possibilité à des prises en charge adaptées. Dans les cliniques psychiatriques, les hôpitaux psychiatriques en France, par exemple, il y a des centres, par exemple pour le trouble de l'humeur, et tu as des équipes entières qui travaillent avec des psychologues, des psychiatres, mais il peut y avoir aussi des psychomotriciens, des infirmiers spécialisés dans des techniques corporelles, etc. Et tout ça, ça fait un travail d'équipe autour de la personne. Et on a donc besoin de rentrer un peu par la case diagnostic pour accéder à ça. Et puis parfois, c'est aussi des aides financières qui sont données, comme l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Et ça, c'est important parce que un trouble de l'humeur grave, comme la bipolarité, parfois tu ne peux pas travailler parce que c'est trop compliqué en fait. Donc il faut bien aider ces gens-là. Et heureusement en France, il y a quand même des choses qui vont bien dans notre pays. Il y a des aides. Et dans le handicap mental, ça s'appelle l'AAH. Donc, c'est important à un moment de diagnostiquer, mais pas non plus de surdiagnostiquer pour pas enfermer. Et moi, ce qui me pose le plus de problèmes aujourd'hui dans notre manière de travailler en psychiatrie, c'est que quand tu as un diagnostic de trouble de l'humeur bipolaire, c'est considéré comme à vie.
hein, je redis encore ça, mais c'est vraiment à re-questionner. Mais là, je m'adresse vraiment aux gens qui en souffrent, hein, de se dire, ok, c'est pas parce que votre médecin il vous a dit, Madame, vous êtes bipolaire, vous prendrez des régulateurs d'humeur à vie, que il faut prendre au mot. Hein. Cette personne, elle est que médecin. Alors, elle connaît plein de choses, hein, mais c'est tout. Donc, la personne qui se connaît le mieux, c'est quand même soi-même. Et à nouveau, hein, on a quand même pas mal de témoignages de personnes qui ont pu, par un travail intense, hein, c'est sûr, ça va pas se faire comme ça, mais s'apaiser, se réguler, retrouver une vie normale, et du coup lâcher les médocs, lâcher la psychiatrie. Et ces gens-là, ils disparaissent en fait de nos systèmes de soins. Donc les psychiatres, ils n'ont pas en tête ça. Ils voient surtout ceux qui reviennent tous les ans, parfois. Hein, c'est vrai, il y a des gens qu'on suit pendant même des décennies en hôpital psychiatrique, ça c'est réel. Mais on oublie ceux qu'on voit plus, parce que peut-être ceux qu'on voit plus, ils vont mieux, et ils n'ont plus besoin de nous. Et justement, est-ce que toi, dans ton parcours de professionnel, de psychologue, tu aurais un exemple d'une personne que tu as pu accompagner et pour laquelle son évolution positive t'aurait marqué? Je pense à une dame que j'ai suivie, c'était en libéral, et c'était assez intéressant parce que je l'ai suivie des années. Elle est arrivée au début avec un diagnostic qui avait été posé de bipolarité suite à une crise assez forte, hein, très très forte même, presque psychotique, à la naissance de son deuxième enfant. Elle avait décompensé. C'est-à-dire, quand on dit décompensé, c'est-à-dire que toutes ses défenses psychologiques s'étaient effondrées et elle avait fait une crise maniaque sévère, très, très grave, qui avait nécessité une hospitalisation d'urgence. Donc, elle avait été séparée de son bébé, envoyée en psychiatrie, sédatée à fond pour redescendre. Voilà, donc tout l'aspect traumatique que ça implique pour elle, pour son mari et évidemment pour le bébé. Bref. Donc moi, je la rencontre, elle m'explique tout ça. Elle m'explique aussi que sa mère était bipolaire, son père assez instable, mais un peu plus sécure quand même que la mère. Et effectivement, de ce qu'elle me dit de sa mère, à l'évidence, c'était aussi une bipolarité assez forte chez la mère. Et puis elle m'explique un peu toute sa vie, donc je comprends que, en effet, vu tout ce qu'elle a vécu, elle est instable, c'est sûr, trouble psy. Mais moi, je doute en fait dès le départ de ce diagnostic de bipolarité parce que je la trouve dans le présent, face à moi. Elle doit avoir 35 ans à peu près quand je la rencontre. Moi, je la trouve quand même vachement adaptée. Elle bosse, elle est instite en l'occurrence. Elle a 2 enfants qu'elle élève de manière tout à fait correcte. Elle est en couple. Elle est assez impliquée aussi dans sa communauté, dans sa ville. Elle fait beaucoup de choses. Donc moi, je doute un peu quand même dès le départ quand je vois un petit peu ce tableau plutôt stable. Et donc, je l'ai accompagnée des années. Et moi, aujourd'hui, ce que je dirais de cette dame, c'est que pour moi, elle n'était pas bipolaire. Elle avait plutôt une grande fragilité liée à tout ce qu'elle avait vécu. Une sensibilité peut-être aussi organique, hein, mais à un moment, c'est de la poule et de l'œuf, hein, on ne saura jamais. Et en effet, à un moment, elle décompense gravement sous une forme maniaque. Elle avait fait quelques épisodes un peu dépressifs avant, donc en fait, là, elle avait hérité direct du diagnostic. Sauf qu'en fait, elle n'a jamais fait d'autres épisodes maniaques, qu'elle était assez adaptée dans sa vie, et qu'avec le travail qu'on a fait en psychothérapie, elle est allée de mieux en mieux. Si elle venait me voir, c'est parce qu'elle n'allait pas bien, évidemment. Elle était sujette à beaucoup d'anxiété, beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses. Et le travail de psychothérapie, elle lui a permis d'être de plus en plus stable, réguler ses émotions, mieux mentaliser, être une meilleure mère pour ses enfants. Elle a aussi changé de boulot à un moment parce qu'elle n'en pouvait plus de ce système. Que des choses qui vont dans le bon sens, tu vois. Et c'est drôle parce qu'à un moment, je sais qu'elle était retournée voir le médecin qui avait posé ce diagnostic à un moment, qui était... qu'elle avait retrouvé sur sa route, en fait. Et elle avait pu dire avec beaucoup de force, en fait, et d'alignement que selon elle, ça avait été une erreur de diagnostic. Bon, le médecin l'avait pas reconnu, mais bon. Hein, les médecins sont souvent assez attachés un petit peu à un certain dogme. Hein, pas tous, heureusement, ça bouge, mais... Bon, mais elle avait eu cette force, vraiment, d'assertivité,
de dire je pense que vous êtes trompé, j'ai jamais été bipolaire. Oui, je suis fragile. Oui, vu tout ce que j'ai vécu, je peux avoir des moments où je pète des câbles et c'était impressionnant une fois, certes, mais je suis pas bipolaire pour autant. Voilà, je pense souvent à cette dame parce qu'elle m'a beaucoup enseigné aussi de ça, de la résilience, tu vois, des capacités en nous qui sont souvent bien plus fortes qu'on pense, et puis du danger à nouveau de stigmatiser. Du coup, c'est en lien avec notre échange de tout à l'heure sur la question du diagnostic qui peut parfois être vraiment super important pour la personne et dans laquelle elle va aussi se retrouver. Et parfois aussi, un diagnostic peut être extrêmement enfermant en fait pour la personne. Moi, je pense qu'il faudrait surtout être plus humble et prudent dans nos manières de soigner les personnes qui ont des troubles psychiques. C'est-à-dire, en résumé, leur dire oui, vu tout ce que vous vivez là, vous avez besoin d'aide. Peut-être c'est de la bipolarité parce que vous remplissez tous les critères. Mais ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 5 ans, 10 ans. Et on va nous tout faire pour que vous alliez mieux. Et ça, c'est une position d'humilité qui manque encore beaucoup à pas mal de soignants. Tout est une question de nuance en fait. Exactement. Et donc, pour l'entourage, en tant qu'ami, conjoint, peut-être même collègue d'une personne qui souffre de ce trouble, qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce qui est important ? Déjà, j'ai envie de dire que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a des hauts et des bas. Que ça peut rendre le quotidien quand même... alors pas le quotidien, parce qu'à nouveau, tu vois, c'est pas des... Contrairement aux personnes qui ont un trouble de personnalité borderline, par exemple, qui peuvent être vraiment dans des hauts et bas quotidiens. Et c'est en ça que la cyclothymie, d'ailleurs, pour moi, est plutôt un trouble de perso, mais bon. Mais quelqu'un qui est bipolaire, il y a ces périodes de thymie, n'oublions pas, où tout va bien, en fait. Mais par contre, quand il y a la crise, c'est la crise, quoi. Donc, déjà, c'est pas facile. Et moi, j'envoie tout mon soutien à ceux qui vivent ça. Et après, il faut se faire aider soi-même, tu vois, notamment peut-être par un suivi psychologique aussi pour nous. Voir qu'est-ce qui en nous est touché dans ces moments-là. Ça peut parfois renvoyer à notre propre histoire. C'est quand même jamais un hasard, quand même, les rencontres amoureuses. Dans le sens qu'il y a toujours un sens à être avec une personne pour ses défauts et ses qualités. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'agite en moi, en lien avec le présent, mais aussi avec le passé. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide à l'extérieur. Donc, à nouveau, il y a des services en psychiatrie aujourd'hui qui sont formidables et qui font, par exemple, des groupes de parole pour les proches. Il y a notamment l'association qui s'appelle UNAFAM et qui propose beaucoup de choses. En fait, déjà, il y a des livrets, des infos, plein de choses, parce qu'il faut un peu mieux connaître tout ça quand on est un proche. Et puis, aller à un groupe de parole de temps en temps, par exemple, ça peut être très aidant. Parfois, il faut aussi faire des thérapies familiales, tu vois, des choses comme ça, avec la personne qui est touchée pour arriver à mieux se parler, ou une thérapie de couple, par exemple, des choses comme ça. Et puis, enfin, il faut aussi avoir des sas. Surtout, tu vois, si c'est notre enfant, notre conjoint, et qu'il y a des périodes où les crises sont sévères et peuvent être assez fréquentes. Et bien là, il faut aussi prendre soin de nous, quoi, de pouvoir aussi avoir du relais, que ça soit amical, familial ou même professionnel. Ça, c'est important. On le fait pas assez, mais on devrait vraiment concevoir l'accompagnement des troubles psy de manière systémique. C'est-à-dire, ok, il y a quelqu'un qui souffre, mais il y a aussi autour. Par exemple, j'ai pas parlé des frères et sœurs, mais avoir un frère ou une sœur bipolaire, c'est une sacrée enfance. C'est pas rien. Donc, par exemple, ça peut être super de temps en temps de s'éloigner de la famille, de partir en colo ou de faire autre chose. Tu vois, d'avoir aussi l'occasion de souffler et de pas être tout le temps dans la crise ou la maladie, quoi. C'est vrai que pour les frères et les sœurs, c'est une vraie question, ça, de vivre avec un proche qui souffre d'une maladie psychique, notamment quand on est enfant, et du coup, j'imagine la difficulté qu'il doit y avoir derrière quand, entre guillemets, l'attention est focalisée plus sur la personne malade. Oui, absolument. Ça, on le connaît très très bien dans le champ du handicap physique, qu'avoir un frère ou une sœur qui a un handicap
physique lourd, c'est dur pour les autres parce que évidemment l'attention des parents est beaucoup plus focalisée sur cet enfant malade. Et c'est vrai aussi pour les troubles psychiques. C'est vrai aussi dans l'anorexie, par exemple. Moi, j'ai eu dans ma famille, enfin pas dans ma famille proche, mais des cousins, cousines où il y a eu l'anorexie. Et j'ai vu l'effet sur les frères et sœurs quand même hyper délétère d'année en année d'avoir un membre de la famille qui souffre de troubles graves comme l'anorexie et qui focalise toute l'attention des parents, quoi. Donc là aussi, un accompagnement, c'est pas du luxe, quoi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'aurais une dernière question pour toi, Gwenaëlle. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Eva, qui va sûrement être une de nos premières auditrices sur cet épisode? Eva, je la trouve déjà formidable d'avoir témoigné à ton micro. Ce type d'action, ça va dans le sens que moi je souhaite vraiment, hein, c'est-à-dire la déstigmatisation des troubles psychiques et qu'on puisse enfin considérer la vulnérabilité de chacun, parce qu'on a tous en nous un noyau anxieux, on a tous en nous un noyau dépressif, on a tous un noyau aussi psychotique. On peut tous faire des crises. Ça touche tout le monde en fait, les troubles psychiques, et ça va toucher forcément quelqu'un de notre entourage. Et plus on va vers la compréhension, l'accueil et donc la bienveillance envers ces difficultés qui peuvent être graves, et bien plus on va aussi permettre à ces personnes-là de se sentir reconnues, de sortir de l'étiquette qu'elles se mettent souvent elles-mêmes de je suis fou, je suis incurable, j'ai rien à faire sur cette planète, et on va aller de manière plus globale aussi vers une manière de vivre les uns avec les autres dans la tolérance en fait. Et je crois que c'est une valeur de fond pour notre société, bien au-delà des troubles psychiques. Donc merci à toi Marie de faire ce podcast, parce que je pense que c'est très important. Merci beaucoup Gwenaëlle d'avoir répondu à mes questions, et j'espère à très bientôt. Merci Marie. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir que moi j'ai eu à pouvoir échanger avec Eva puis avec Gwenaëlle. Pour conclure, j'aimerais à nouveau citer les mots de Lou Luby dans sa BD Goupil-ou-Face. Une des premières choses apprises en thérapie, c'est démêler le moi de la maladie. Il faut admettre qu'on a quelque chose en plus. Cette cyclothymie qui agite nos humeurs et aiguise nos émotions, sans se confondre avec elles. Ce que la bipolarité me fait faire ou ressentir, ce n'est pas de ma faute. Ce qui ne veut pas dire non plus que je dois lui céder le contrôle de ma vie. C'est cet équilibre délicat entre acceptation et vigilance que raconte Goupil-ou-Face. La maladie, ce truc abstrait qui n'existe que dans ma tête, devrait prendre forme pour pouvoir être partagé. C'est comme ça qu'est né ce petit renard. Donc c'est ce petit renard qu'on retrouve dans la bande dessinée de Lou Luby, Goupil-ou-Face, que voilà, je vous conseille vraiment de lire si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté en intégralité. N'hésitez pas à me contacter pour me faire vos retours. Le prochain épisode parlera des constellations de troubles, autrement dit les comorbidités qu'on peut retrouver dans les troubles psychiques.